Comment se libérer du regard masculin? Depuis des siècles, l'art, la publicité, le cinéma façonnent un regard dominant, masculin. On appelle ça le male gaze. Et il transforme le corps des femmes en spectacle. Alors comment se libérer d'un regard qui a construit notre image de nous-mêmes? Nous en parlons tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Julie Bonnemoy, la Louve Respire, artiste réalisatrice et sophrologue. J'explore les liens entre les corps, les cycles, la société et la nature. J'ai réalisé le documentaire écoféministe Le sang de nos lunes qui sublime le sang menstruel, nos cycles et nos corps. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager si le contenu vous a plu, ça soutient mon travail et je vous en remercie. Dans cette vidéo, nous allons revenir aux racines historiques de ce regard dominant, de ce male gaze, puis nous observerons comment il s'est glissé dans le monde de l'art, dans une seconde partie, et dans une troisième partie, nous observerons comment il s'est glissé à nouveau dans le monde du cinéma et de la publicité. Donc, les racines historiques du male gaze. Pour comprendre, il faut définir le terme d'objectification. L'objectification, c'est une notion centrale dans le discours féministe contemporain. C'est une notion qui consiste à séparer un individu dans sa globalité, dans son entièreté, de certaines de ses parties et notamment de ses fonctions sexuelles en les rendant comme des instruments. Emmanuel Kant, philosophe allemand, est le premier au début du XVIIIe siècle à poser l'idée que le désir rend autrui objet de son plaisir. Donc c'est une vision déshumanisante dans laquelle il y a toujours une personne qui va utiliser l'autre pour son propre intérêt. Les féministes américaines Catherine MacKinnon et Andrea Dworkin reprennent cette idée d'objectification dans les années 80-90 avec un traité anti-pornographie dans lequel elles réaffirment la notion de déséquilibre entre deux pouvoirs, avec un pouvoir dominant, celui qui regarde, et un pouvoir soumis, celui qui est regardé. Dans le monde de l'art, le regard dominant est aussi souvent un regard masculin. À ce propos, John Berger, en 1972, rédige un texte, Ways of Seeing, manière de regarder, dans lequel il va développer l'idée que la peinture, notamment occidentale, place toujours la femme comme un objet destiné à être regardé par un spectateur masculin. Je vais vous donner plusieurs exemples. Dans Vénus au miroir, peint par Diego Velázquez en 1650, le miroir qu'on voit sur la photo n'est pas pour la femme peinte, mais pour nous spectateurs. C'est une ruse picturale qui met en scène une femme consciente d'être observée, reproduisant un fantasme voyeuriste. On parle d'auto-objectification induite, un apprentissage donc de la femme qui est consciente d'un regard masculin et qui s'y soumet. Dans Le bain turc peint par Jean-Auguste Dominique Ingres en 1862, on peut contempler un harem imaginaire avec une multitude de femmes disposées pour la vue du spectateur. Elles n'ont aucune individualité. L'effet circulaire de la composition va accentuer le fantasme voyeuriste avec des corps offerts à un regard extérieur. Nous allons voir que ce male gaze dans le monde de l'art et de la peinture a fortement influencé le monde du cinéma et de la publicité, avec ses corps offerts, agréables à regarder, pour vendre un produit. Donc le male gaze au cinéma, qui commence début XXe siècle avec la naissance du cinéma. Une figure importante à souligner est Laura Mulvey, féministe auteure américaine, qui va renforcer cette idée d'objectification et qui va affirmer que la manière de regarder est divisée d'un côté passif féminin, actif masculin. Le regard masculin va toujours regarder le corps féminin. Laura Mulvey va plus loin en rendant l'acteur masculin un relais du spectateur masculin pour rendre l'actrice sa chose à contempler. Je vous donne quelques exemples. On peut retrouver le 5e élément de Luc Besson, dans lequel l'actrice principale est mise au premier plan dans son corps avec ses fesses nues
objet à regarder pour le spectateur. D'ailleurs, elle est aussi contemplée dans cette séquence que je vous mets là à regarder par une brochette d'hommes qui l'observent. On va aussi le retrouver dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, dans lequel l'actrice principale est mise dans une posture où c'est comme si elle offrait ses fesses au spectateur qui la regarde comme un objet. Et puis un troisième exemple, celui d'Alien de Ridley Scott, dans lequel on voit Sigourney Weaver en petite culotte dans la navette spatiale. Sa culotte est légèrement baissée. Cette image, typiquement, va uniquement accentuer la sexualisation du corps de cette actrice, donc du corps de la femme. Pour vous donner quelques chiffres, dans le monde du cinéma, Geena Davis, l'actrice du célèbre road movie Thelma et Louise, a fondé un institut qui s'appelle le Geena Davis Institute. Et en 2014, elle a publié des chiffres d'une étude de très grande ampleur qui n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent. Pour en ressortir des statistiques, seulement 30% des personnages féminins, donc des femmes qu'on voit à l'écran, sont parlants. Parce que la plupart du temps, quand on en voit, elles ne s'expriment pas ou alors elles ont très peu de dialogue. Cet institut met en lumière des recommandations, il y en a énormément, je vous mettrai des références en commentaire, mais globalement, il s'est fondé sur un credo qui est « If you can see it, you can be it ». Donc si tu peux le voir, tu peux le devenir. Et à l'inverse, si tu ne peux pas le voir, évidemment tu peux pas t'en inspirer et tu peux pas le devenir. L'étude va aussi beaucoup plus loin. Depuis, il y a énormément de nouvelles statistiques qui sont sorties aussi sur le monde des jeux vidéo, qui est aussi une réalité, sur le monde de la publicité. Dans le monde de la publicité, dans lequel on peut voir à quel point la femme est objectisée pour vendre des produits, parce que ça attire l'œil, parce que c'est pour le plaisir de regarder. Voilà quelques exemples. Donc là, on peut voir une femme complètement dénudée, en train de s'exposer pour vendre des chauffages. Je vous laisse apprécier le lien entre ces deux sujets et la pertinence du choix d'un mannequin femme nue. Ici, on va pouvoir trouver donc une marque de voiture, une paire de fesses exposée au plaisir comme un objet en fait, au plaisir de regard masculin. On peut retrouver cette même scène dans le cinéma de Tarantino que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis ici, pour cette crème Nivea, on va retrouver une femme ou plusieurs femmes en train de s'enduire le corps nu de crème. Ça peut un peu rappeler aussi le harem de Ingres que je vous ai montré tout à l'heure en peinture. Enfin voilà, encore une fois, est-ce qu'il est nécessaire de montrer ce genre de photos? Elles sont visiblement très maquillées, très soignées. Elles se tartinent le corps dans des positions un petit peu sensuelles pour le plaisir d'hommes qui les regardent en tant que spectateurs. Comment faire pour se détourner, se libérer de ce regard masculin? Eh bien, c'est peut-être aussi d'inventer un nouveau regard, un female gaze. De nombreuses réalisatrices nous ont pas attendu pour le faire. Je pense à Céline Sciamma, notamment avec plusieurs de ses films, dans lesquels elle va mettre en scène des personnages féminins au centre de la narration. Non seulement ce ne sont plus des seconds rôles, ce sont des premiers rôles, mais il y a aussi dans la manière dont ces personnages sont filmés. On va pas les morceler, on va les filmer dans leur globalité pour qu'ils soient des individus à part entière qui s'expriment et qu'on écoute ce qu'elles ont à dire. Donc pour changer ce regard masculin, pour changer la manière dont on va regarder les femmes à l'écran, à l'image, en peinture, il faut aussi changer le regard avec lequel on se regarde soi-même. La question que je vous pose, ce n'est plus tant comment se libérer du regard masculin, mais comment faisons-nous pour créer un nouveau regard qui nous libère ensemble. Comme ces sujets sont profondément liés, je le crois, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des vertus scientifiques du sang menstruel. Il y a de plus en plus d'études qui mettent à l'honneur tout ce qu'on peut en faire. Pour vous donner un chiffre, en 2010, 15 000 études étaient consacrées au sperme contre 400 au sang menstruel. Je vous souhaite de prendre soin de vous et surtout d'être vous. À très bientôt.